Merci. Merci d'être là. Merci, Élie, de m'avoir invité. Je pense que c'est une invitation indue, hein, mais parce que je pense que, justement, comme vous disiez, je n'ai pas véritablement de compétences à parler de qui sont les terroristes. Moi, je ne travaille pas avec des terroristes. Je travaille avec des gens dont on craint qu'ils le deviennent terroristes. Et donc, je vais vous expliquer comment on a travaillé. Mais avant de vous dire qui ils sont, je vais vous dire qui je suis. Je vais commencer comme ça peut-être. Hein. Alors donc, qui je suis, moi, ça fait 45 ans que je travaille avec les populations migrantes en France. Alors, bon, j'ai eu quelques absences, parce que je suis parti en Israël, par exemple, où j'ai fait le conseiller culturel, mais là c'était moi le migrant. Et puis, après, je suis revenu, et puis j'ai continué à travailler avec les populations migrantes. Je travaille avec elles depuis 45 ans. J'invente des... On est une équipe, bien entendu. On a inventé des dispositifs cliniques destinés à les recevoir dans leur langue, d'abord. Je reçois toujours les gens qui viennent me voir dans leur langue. Alors évidemment, il faut des interprètes parce que je ne parle pas toutes les langues. Et dans leur langue, et surtout à partir de leur propre conception du mal, du malheur et de la maladie. Et je travaille avec eux à partir de leur conception. Donc, cette démarche, c'est le contraire de la psychanalyse. Excusez-moi, vous m'avez attribué le statut de psychanalyste. Je l'ai été, j'ai été formé à la psychanalyse et je suis parti de là sans avoir été viré, néanmoins. Alors, donc, ce qui est quand même pas mal, quand même. Et donc, c'est exactement le contraire de la psychanalyse, c'est-à-dire que je ne travaille pas en pensant les gens à l'avance, c'est avec leur pensée à eux et que je les pense, donc c'est eux qui sont les experts et moi qui suis l'apprenti à chaque fois. Voilà, donc le dispositif à partir duquel j'ai travaillé. Alors, lorsque je vais vous parler d'une expérience que nous avons eue au Centre Georges Devreux. On nous a confié en 2014, la responsabilité de prendre en charge des personnes qui étaient signalées. Je pense que Monsieur Valls était encore ministre de l'Intérieur, mais je ne me rappelle plus. Il était encore ministre de l'Intérieur, je pense. Des personnes qui ont été signalées comme étant en voie de radicalisation, avec la mission d'essayer de les sortir de là. Donc moi, je suis un acteur. Je ne suis pas quelqu'un qui décrit. J'agis et j'agis. J'essaye d'avoir de l'influence sur ces personnes. Donc j'agis à l'inverse de ce que je fais d'habitude quand je suis un psy. Parce que d'habitude, je suis un psy, je soigne des fous, quoi. Hein. Et donc là, bah oui, un psy, c'est quelqu'un qui soigne des fous. Donc là, je ne peux pas faire ça. Parce que d'abord, ce sont des gens qui ne sont pas malades. C'est la première chose. Et ça, je dois vous attirer l'attention là-dessus. D'abord, c'est des gens qui ne sont pas malades. Et deuxièmement, c'est des gens qui ne demandent rien. C'est-à-dire, ce n'est pas eux qui sont venus me demander, venus me voir en me disant « S'il te plaît, déradicalise-moi ». Ça n'existe pas, ça. Donc, ce sont des gens qui ont été signalés comme étant radicalisés. Et ma mission a été d'aller vers eux et de les... je sais pas, de les influencer pour qu'ils sortent de cet espace-là. Alors voilà, on a vu quelques dizaines de familles. Moi, j'en ai vu 60 des familles. Et donc, je parle à partir d'un tout petit chiffre, puisque à l'heure actuelle, en France, il y a, d'après ce qu'on dit, 20 000 signalés. Et donc, parmi ces 20 000, j'ai vu 60 familles. Et c'est de ça, à partir de cette expérience, que je vous parle un petit peu. Qu'est-ce que j'ai vu? Alors, je vais essayer de vous dire... je n'ai pas terminé ma présentation. Oui, je vous ai dit que je m'occupe des familles migrantes depuis 45 ans, que je suis moi-même un radical. Donc, je ne sais pas pourquoi on dit radicalisé, il faudrait dire radical, quoi. Moi, je suis un radical, c'est-à-dire que je suis à la fois opposé à la psychiatrie des molécules, que je trouve idiote, et je suis aussi opposé à la psychanalyse des donneurs de leçons, que je trouve insupportable. Donc, je suis radicalement contre ces deux choses-là, et j'essaye de faire autre chose avec ces gens. Bon, ça va, c'est clair? Je me suis présenté. C'est parfait. Je me suis présenté. Bon, alors voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai vu? D'abord, ce que j'ai vu, c'est que ce sont des jeunes gens, sont tous des jeunes, hein,
La première chose qui m'a frappé, c'est que c'était des migrants de seconde génération. Alors ça, je sais pas, personne ne dit ça. C'est pourtant une évidence, ça crève les yeux. C'est tout le temps ça. Pas à 99%, mais quand même à 80%, quoi. Ce sont des migrants de seconde génération. Migrants de seconde génération qui, ce n'est pas nécessairement, bien que ce soit la majorité, des migrants d'origine maghrébine ou musulmane, dont les familles étaient musulmanes au départ. Mais pas toujours. Mais en tout cas, toujours des migrants de seconde génération. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans cette affaire de migration pour que les gens soient à ce point fragiles à l'idéologie, en quelque sorte? Moi, je ne suis pas un migrant de seconde génération, je suis un migrant de première génération. Moi, j'ai migré enfant, donc j'ai quelque chose de commun avec eux et j'ai toujours travaillé à partir de ça, de cette chose que j'ai en commun avec eux. Je vous en parlerai peut-être si on a le temps, mais il va m'arrêter avant, je le sais. Alors donc... je serais très radical pour vous arrêter. Oui, je serais radical pour vous arrêter. Oui, c'est ça. Oui. Bon, voilà. C'est ça, avoir affaire à des gens radicaux, c'est comme ça. Et donc, c'est essentiellement des migrants de seconde génération. Pourquoi? Alors, je vais vous répondre, mais je pense que en même temps, c'est pas seulement c'est pas la seule raison. Enfin, c'est pas le seul point de comment dire, de fragilité, on va dire. Je sais pas comment on peut dire ça, de sensibilité au discours idéologique. Moi-même, j'étais extrêmement sensible au discours idéologique. J'étais radical, j'étais maoïste. Moi, quand j'avais 18 ans, 20 ans, j'étais maoïste. Et donc, je me suis embarqué dans le même genre de truc. Mais c'est pas exactement la même chose, mais c'était le même genre de truc. C'est-à-dire qu'on était en rupture. On était en rupture avec ses ancêtres et on était en rupture avec la société qui va. Et étant en rupture de ces deux côtés-là, on cherchait quelque chose qui nous disait « Quel est ton passé, c'est ton avenir », en fait. Je reprends presque les mots de Régis Debray de ce matin, en fait. Hein. Quel est ton passé? Je vais te dire, quel est ton passé, c'est ton avenir, en fait. Et donc, ce côté radical, j'y étais particulièrement sensible. Donc, j'avais plutôt une sympathie vis-à-vis de ces jeunes gens. Non pas pour leur idéologie, mais pour la chose qui leur travaille les tripes, en fait. Je dirais les choses comme ça. Le deuxième point que j'ai remarqué aussi, et qui allait souvent ensemble, je pourrais vous raconter des cas, mais lui, il va m'arrêter, donc je ne vais pas vous raconter les cas non plus. Non. Bah, il ne voudra pas. Donc, alors, mais je m'inspire des cas que j'ai vus, évidemment, pour vous parler. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est que à cette rupture du caractère naturel du rapport aux ancêtres. On n'a plus un rapport aux ancêtres au naturel, en quelque sorte. C'est ça, migrer. Et à ça s'ajoutent très souvent des problèmes de filiation réelle. Alors ça, je peux vous en parler, c'est mon job, ça, hein, les problèmes de filiation. Donc des problèmes de filiation complexes. Alors, il y en a qui ne sont pas complexes du tout, qui sont par exemple je pense à une jeune fille en particulier, espagnole d'ailleurs, dont la famille était espagnole, qui a migré 40 ans auparavant, la famille. Elle est née ici, la jeune fille. Je pense à elle parce que à la fois, elle est dans cette situation que je vais vous définir tout de suite après, mais en même temps, il y a son père qui a refusé de la reconnaître dès la naissance. Et donc après, à 18 ans, quand elle a eu 18 ans, son père a dit « je veux te reconnaître maintenant ». Elle a dit « c'est trop tard ». Et c'est à partir de cette absence de reconnaissance et de cette rancœur, en fait, qu'elle avait à l'égard de son père, qui s'était débiné, en quelque sorte, qu'après, elle a développé cette position que je vous décrivais tout à l'heure. Quelle est ma nature? Quel est mon passé? C'est mon avenir. Et mon avenir, c'est d'être dans l'islam radical. Alors, évidemment, ça va souvent avec des histoires d'amour, hein, ou des recherches d'histoires d'amour. Bon, je passe sur cette affaire, sur ce caractère, le deuxième caractère que je vous décris, cette difficulté dans la filiation. Parfois, ça prend des formes un peu bizarres, quoi. Alors, je peux vous raconter une forme que j'ai rencontrée à plusieurs reprises. Je peux encore pas raconter? Ouais, ben c'est sympa, merci. Et donc, une forme que j'ai rencontrée à plusieurs reprises, c'est ce que j'ai appelé... alors,
moi j'appelle ça le syndrome d'Édipe. Alors vous allez comprendre. Vous connaissez Édipe? Un peu, vous avez entendu parler. Donc, ouais. Et c'est pas celui dont parlent les psychanalystes, hein, parce que les psychanalystes ne le connaissent pas, en fait. Et les psychanalystes connaissent ce que Freud a dit d'Édipe, mais si vous lisez Sophocle, Édipe, moi j'en ai vu des centaines d'Édipes. C'est-à-dire, c'est un gamin qui est séparé de ses parents quand il est tout petit, et puis qui les retrouve quand il a 10 ans, 12 ans, 15 ans, 18 ans, et là, il se passe quelque chose de très bizarre. Et ces gamins-là, moi j'en ai vu beaucoup comme ça, et c'est donc souvent la forme, c'est celle-ci. Vous avez par exemple des Africains d'Afrique subsaharienne qui émigrent en France pour tenter leur chance, quoi, pour faire la vie, quoi. Et ils émigrent en France et puis ils viennent d'avoir un enfant, donc ils le laissent à une tante, à une grand-mère, et puis s'en vont. Et puis c'est difficile de s'installer en France, ça prend du temps, etc. 12 ans, 13 ans après, ils se rendent compte que ça y est, bon, ils pourraient le faire venir. À ce moment-là, ils le font venir. Et puis lui, il voit ses parents. Et ses parents lui disent, lui c'est papa, moi c'est maman, appelle-nous papa. Il dit bonjour monsieur, bonjour madame, évidemment, il ne les connaît pas. Et donc, ce contact, cette relation, cette espèce d'orage affectif, incroyable, c'est celui qu'a dû éprouver Édipe le vrai, celui de Sophocle, pas celui des psychanalystes. C'est-à-dire quand il rencontre son père, c'est son père, et en même temps, c'est un étranger. Et ça fait une sorte d'orage. En général, ça se passe très mal. Il y a très peu de passages à l'acte sexuel, évidemment. Et la plupart du temps, c'est des passages à l'acte sexuel d'un père avec une fille. Ça existe, mais c'est rare. Et en général, ce sont des passages à l'acte violents. Et très souvent, c'est bascule vers l'idéologie dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, problème d'appartenance, on va dire. Alors, je vais revenir sur ces histoires d'appartenance parce que là on a une perception un peu plus fine que ce que vous avez entendu ce matin au sujet des appartenances. Moi, je dirais pas appartenance au sens de racine, mais au sens de source. Les sources, c'est pas les racines. Hein. Pourquoi une source? Une source, c'est quelque chose qui continue à surgir comme ça. Et le mot source est important parce qu'il a des significations particulières. Alors, si vous me permettez quelques minutes d'étymologie, c'est surtout que souvent, ces gamins se mettent à parler arabe, hein, puisque, en fait, ils sont soit musulmans, et donc il y a l'arabe dans leur bagage, soit ils sont convertis à l'islam, et ils commencent à apprendre l'arabe, évidemment. Moi, je suis arabophone, et donc je commence à parler avec eux, et puis ils disent source, c'est comment ça se dit en arabe? Ça se dit ayn, la source. Comme en hébreu d'ailleurs, ça se dit ayn. Ayn, ça veut dire la source et ça veut dire l'œil. Pourquoi est-ce que l'œil veut dire la source? Vous me suivez toujours? Pourquoi l'œil veut dire la source? Parce que l'œil, quand vous regardez une source dans le désert, c'est comme un œil, un gros œil sur la terre, c'est l'œil de la terre. En fait, l'œil, quand Caïn a tué Abel, et que ce qu'il a commis de mal, c'est pas Dieu qui est en colère, c'est la terre qui est en colère, parce que le sang, et la terre a été obligée d'absorber le sang du crime. Elle est en colère, et donc l'œil qui regarde Caïn, c'est Ayn, la source. C'est ça la source. C'est donc à la fois quelque chose qui surgit, qui est une sorte d'ancestralité vivifiante, renouvelée, constamment renouvelée. C'est ça une source, hein. Et en même temps, ce regard critique, ce regard qui te surveille, qui fait attention que tu ne te dérobes pas, que tu n'ailles pas à droite, que tu n'ailles pas à gauche. Et ça, c'est la perte de cette relation avec la source est une difficulté majeure, c'est-à-dire que c'est évidemment un manque d'ancestralité qui est à l'origine des problèmes que rencontrent ces gamins, associés avec des problèmes de filiation. Si on sait ça, on sait comment agir. Alors moi, je sais comment agir, hein, je fais ça, moi, j'ai toujours agi de cette manière, et on a obtenu quelques succès cliniques. Je ne veux pas dire thérapeutiques, parce que ce n'est pas des malades. Ils ne sont pas venus me voir, enfin d'ailleurs, ils sont venus me voir parce que je les ai invités. Alors, bon, je ne vous raconte pas, j'aime beaucoup cette façon de faire de la clinique par ruse. Je suis un clinicien par ruse dans ce travail-là, J'aime bien l'être aussi, parce que, par exemple, vous pouvez venir me voir, vous ne vous rendez pas compte, je suis en train de vous psychanalyser sans que vous vous rendiez compte, et je le fais en catimini, en fait.
Ouais, j'étais sûr que vous alliez m'arrêter. Et donc, pas vraiment. Et donc ça, j'aime bien cette position-là, qui est une position originale, qui démontre que j'ai une certaine capacité d'influencer. Mais comment je fais? C'est-à-dire, il y a bien quelqu'un qui s'est plaint quand même. La mère, le directeur du collège, le directeur du lycée, c'est lui qui est à l'origine du signalement. Donc on fait d'abord venir la personne qui a signalé. Et puis on dit, comment est-ce qu'on pourrait faire venir votre gamin? Alors il dit, bah, il viendra jamais, il ne voudra pas. Surtout, il ne faut pas prendre les choses de front, hein, c'est pas possible. Hein. Alors donc on essaye des subterfuges. Mais quand on le fait venir et qu'on trouve son intelligence, faire le pari de l'intelligence des gens, c'est ça les principes de la clinique telle que je la pratique. Et leur intelligence, elle est quelque part. Alors évidemment, ça nous a obligés, je continue encore 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. Alors, ça nous a obligés à partir à la recherche de de leur intelligence, là où est placée leur intelligence, là où ils se posent des questions. Alors, on est parti lire des livres, lire des livres, nous. C'est-à-dire, je suis totalement opposé à l'idée, par exemple, d'inclure dans ma consultation un imam ou un spécialiste du Coran. Parce que, alors, si je fais ça, c'est que je suis nul, quoi. Ou bien je suis capable de rentrer et de manier le Coran comme un musulman, ou bien je ne peux pas discuter avec eux. Donc, c'est ça qu'on a fait. On s'est mis au travail, on s'est mis en apprentissage, et on est allé les chercher là où se manifestait leur intelligence. Et qu'est-ce que j'ai vu? Et c'est le dernier point, je vous jure, je m'arrête après. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que ce n'est pas la religion qui les intéresse. Attention, hein, parce que là, il y a une ambiguïté depuis le début de ce colloque. Hein. Vous savez pas faire la distinction entre la religion et les dieux. C'est pas la religion qui les intéresse, c'est Dieu. Et moi aussi, c'est pas la religion qui m'intéresse. Je trouve que les religions sont bêtes, toutes. D'abord parce elles ont raté le travail. Elles ont menti dans la promesse qu'elles ont faite. La religion, elle vous a dit, bah écoutez, nous on sait, par exemple, vous êtes chrétien. Ça se voit, vous êtes chrétien. Alors donc la religion, elle vous a dit à vous, regardez, si vous faites ça, si à 11h demain, vous allez à un endroit où il y a plein de monde, tout ça, et vous faites ce qu'on vous dit, Dieu, il va être super bien. Vous faites les choses, parce que vous êtes sérieux. Vous faites les choses. Et puis Dieu, il fait n'importe quoi quand même. Alors donc, les religions qui ont promis qu'elles parviendraient à maîtriser les divinités, elles ont menti. Elles ont menti. Et ces gamins-là, ils sont à cet endroit, là où les religions ont menti. Et ils disent, moi, je veux avoir une relation avec Dieu en allant à l'endroit où les dieux, où les religions n'ont pas su rencontrer les dieux. Donc, ils se posent les questions des dieux. Et donc, moi, je suis exactement à cet endroit, et je suis avec eux à cet endroit. Et là, on a réussi à faire des discussions autour des divinités, des dieux. Pour eux, il n'y en a qu'un, bien sûr. Mais moi aussi, pour moi, il n'y en a qu'un. Mais ce n'est pas le même. Donc, s'il n'y en a pas, ça veut dire qu'il y en a déjà au moins 2. Donc, on va pouvoir discuter. Bah oui. Alors, on commence à mettre en place les différences entre les dieux. Et au bout d'un moment, il se révèle une nécessité, et c'est celle-là qui est ma conclusion, si vous voulez. Si on veut faire honneur à l'intelligence de ces gamins, on doit leur offrir ce que leur question exige de nous, c'est-à-dire un parlement des dieux, un endroit où les dieux, tous les dieux, se retrouveraient dans un espace comme ça, et où chacun poserait ses exigences en disant « tel Dieu, j'ai telle exigence, tel Dieu, j'ai telle exigence ». Est-ce qu'elles sont compatibles? Est-ce qu'il y a des compromis possibles? Est-ce qu'on peut introduire nos divinités au parlementarisme démocratique? C'est la question avec laquelle je vais vous laisser. Merci beaucoup.